bonjour à tous. Je vous remercie de m'avoir invité pour cette conférence sur un sujet qui est particulièrement important pour nous tous, pour la France, pour le peuple français, ainsi que pour tous les pays francophones du monde, à savoir l'espace francophone, le monde francophone qui est un espace stratégique pour nous tous. Donc, avant tout, il convient de définir ce qu'est le monde francophone. Le monde francophone, pour reprendre une définition simple et du bon sens dans la matière, c'est un espace où c'est l'ensemble tout simplement des pays et territoires où l'on peut vivre en français. C'est-à-dire l'ensemble des pays ou territoires où le français est langue de l'administration, langue des affaires, de l'enseignement, des médias, soit seul, soit dans le cadre d'un bilinguisme avec une langue nationale, une langue locale. C'est donc l'ensemble des pays et territoires où la population est en contact quotidien avec la langue française. Il convient donc ici de faire la distinction, je pense, entre la définition d'un individu francophone et d'un pays francophone, car le terme francophone, à mon avis, n'a pas forcément le même sens selon qu'il s'applique à un individu ou à un pays. Appliquer à un individu, ça peut-être, ça reste encore à voir, correspondre à une personne qui a une bonne maîtrise de la langue française. Par contre, appliquer à un pays, à un territoire, ça laisse supposer, entendre qu'il s'agit d'une société francophone où l'on peut vivre en français, où on est en contact quotidien avec cette langue. Et donc la définition n'est pas forcément la même. Et par ailleurs, il convient également de faire la distinction entre l'espace francophone et l'OIF. L'OIF, qui est une organisation désormais plus politique que culturelle, et qui regroupe en son sein un certain nombre de pays qui ne sont pas francophones, ni même parfois francophiles. Donc comme vous le voyez sur cet espace, ici nous avons la liste, une carte du monde représentant le monde francophone selon la définition présentée. C'est un vaste espace qui regroupe 33 pays au total, qui s'étend sur 4 continents et sur une superficie globale de 16,3 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire presque 4 fois plus, 4 fois autant que l'Union européenne tout entière. Il convient donc, comme je l'ai dit là, de bien faire la distinction entre l'espace francophone et l'OIF, et distinction qu'il faut faire impérativement, car on a souvent tendance dans les médias, dans les journaux, dans la presse écrite, de faire un petit peu la confusion entre les deux, et de présenter une carte du monde francophone, pour carte du monde francophone, la carte des membres de l'OIF, ce qui peut porter à confusion et qui est parfois assez contre-productif, je pense, car lorsque l'on montre dans une carte des pays comme le Vietnam, comme la Thaïlande, la Pologne ou encore comme l'Ouest canadien, il est évident que vous avez que les milliers de Français qui vont chaque année passer des vacances dans ces pays-là voient très bien qu'il ne s'agit pas de pays francophones, que l'on n'y parle pas français. Et donc par la suite, lorsqu'on leur dit qu'il y a un vaste monde francophone de 33 pays où le français n'a jamais été aussi présent, aussi pratiqué, ils ne vous croient plus forcément. Je l'ai constaté moi-même et c'est donc assez contre-productif. Donc cet espace est d'ailleurs beaucoup plus grand que ce que l'indique la majorité des cartes en circulation dans les administrations, dans nos médias, dans nos établissements scolaires également, car ce sont des cartes qui sont basées sur les projections de Mercator, qui ont tendance à déformer considérablement les continents en agrandissant de manière artificielle les deux extrémités de la planète, c'est-à-dire l'extrémité nord du globe et l'extrémité sud du globe, avec pour résultat des cartes un petit peu de ce genre-là, par exemple comme celle-ci, ou encore comme celle-là, où on aura une Russie qui semble gigantesque, une Amérique du Nord qui paraît également très grande, un Groenland très grand, et à contrario, une Afrique ou une Amérique latine particulièrement petite, ce qui n'est pas le cas. Le monde tel qu'il est réellement se présente de cette manière-là. Vous avez donc une Afrique qui est beaucoup plus imposante que ce que l'on pense, des pays par exemple comme la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est plus grande que l'Italie. Sur la majorité des cartes en circulation, on verra que ce pays est représenté comme étant 2 fois plus petit que l'Italie.
Par exemple, un autre exemple, la Guinée qui est plus grande, qui est aussi grande et même 1% de plus que le Royaume-Uni et qui semble être 2 ou 3 fois plus petite. Un pays comme l'Algérie qui est plus vaste que le Groenland et que la majorité des cartes en circulation présentent comme étant 4 ou 5 fois plus petit que le Groenland. Ou encore la Russie qui paraît être 2 fois plus vaste que l'Afrique alors qu'elle est en fait 2 fois plus petite que l'Afrique. Donc tout cela est assez négatif car cela installe dans l'esprit de nos compatriotes un petit peu une vision bipolaire du monde, à savoir un monde dominé par un monde bipolaire russo-nord-américain, tout le reste étant pas vraiment significatif, ce qui ne correspond pas du tout à la réalité. C'est peut-être la réalité d'une autre planète, mais ce n'est pas la nôtre. Et cela est d'autant plus regrettable pour nous, francophones, que l'essentiel de l'espace francophone aujourd'hui se trouve dans les pays du Sud, dans le Sud. Rappelons d'ailleurs à ce niveau-là que la France, que la partie européenne de l'espace francophone, c'est-à-dire la France, la partie francophone de la Belgique, la partie francophone de la Suisse, Luxembourg et Monaco, ne représente que 3,6% de l'espace francophone. Et dans sa définition la plus sérieuse que j'ai présentée, je ne parle pas là de l'espace des membres de l'OIF, comme je l'ai dit. Voilà, seulement 3,6%. Et en prenant en considération que la France métropolitaine hors dom-tom, en rajoutant le Québec, qui est un vaste territoire qui fait presque 3 fois la France métropolitaine, on arrive à environ 13,1% ou 13,2%. Donc on voit bien qu'en répétissant, qu'en présentant ces cartes qui ne correspondent pas à la réalité, on répétisse aux yeux de nos compatriotes notre espace géolinguistique avec toutes les conséquences négatives, des valorisations de soi-même, et ainsi de suite, de sa propre langue, qui en découlent. Et ce vaste espace, donc pour y revenir, regroupe au total une population de 460 millions d'habitants, aujourd'hui en début 2016, et c'est bien là le seul chiffre que l'on puisse retenir, et non pas les chiffres souvent présentés par l'OIF ou par d'autres organismes, à savoir environ 250 millions de personnes, et qui ne correspondent pas à grand-chose en réalité, qui n'ont pas vraiment de sens, puisque d'une part, déjà, et de l'aveu même des experts, tout à fait respectables d'ailleurs de l'OIF, dont la contribution d'ailleurs au passage dans la prévention des conflits est à saluer, ça on ne le sait pas assez dans l'espace francophone, et bien de l'aveu même des experts de l'OIF, ce chiffre de 250 millions à peu près ne prend pas en considération déjà pour l'Afrique les millions de personnes qui ne savent pas lire et écrire le français, puisque dans le cas de l'Afrique, seules les personnes sachant lire et écrire le français sont considérées, sont prises en compte. Ce chiffre n'anticipe pas les progrès constants en matière de scolarisation. Et par ailleurs, enfin, d'un point de vue macroéconomique et géopolitique, seule la population totale d'un ensemble doit être prise en compte. Lorsque l'on souhaite faire un projet, un investissement dans les infrastructures, dans les industries, dans un pays donné, c'est bien évidemment la population totale de la région, du territoire concerné que l'on prend en considération, puisque toute la population de la zone contribueront à la rentabilisation du projet et en bénéficieront. Et pas seulement les personnes qui savent déjà bien parler français et pas celles qui ne parlent pas encore bien français, naturellement. C'est pareil lorsque l'on souhaite mesurer le poids géopolitique, diplomatique, militaire, actuel ou potentiel d'un pays francophone, on calcule la population totale de ce pays et jamais tel ou tel locuteur de telle ou telle langue. Et ce vaste espace est donc un espace très grand qui regroupe 460 millions d'habitants et dans lequel le français d'ailleurs n'a jamais été autant présent, contrairement à ce que l'on nous fait croire depuis un certain nombre d'années. Depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années, on ne cesse de nous parler du caractère soi-disant menacé de la langue française dans les pays francophones du Sud. On nous parle également du français qui aurait, par exemple, considérablement en partie disparu en Afrique du Nord. Tout cela est erroné et toutes les statistiques le démontrent. En réalité, dans les années 1950-1960, au moment de la fin des empires, presque personne ne parlait français
dans les pays francophones du Sud. Même en tenant compte de l'Algérie, au total, il y avait à peu près 5% uniquement de personnes qui savaient parler français dans ces pays-là. Aujourd'hui, c'est considérablement plus. Dans des pays comme le Mali ou le Burkina Faso, on a assisté à une multiplication par 30 ou par 40 du nombre de locuteurs de français, alors que la population, dans le même temps, n'a été multipliée que 5 fois à peu près. Et cela est également valable d'ailleurs pour les pays du Maghreb. On nous parle souvent d'arabisation des pays du Maghreb, c'est vrai. Il y a eu, je dirais, un rééquilibrage entre le arabe et le français, puisque l'arabe a été assez malmené dans ces pays-là pendant quelques décennies, il y a bien longtemps. Donc cette langue a repris la place qui lui revient, tout comme d'ailleurs certaines langues en Afrique subsaharienne qui commencent à prendre un petit peu la place qui leur revient de droit, comme le Wolof au Sénégal. Mais ce rééquilibrage ne s'est jamais fait au détriment de la langue française. La langue française, les deux langues ont tout simplement, donc langue française et langue locale, nationale, ont tout simplement progressé ensemble, parallèlement, d'où le concept d'ailleurs de langue partenaire, développé par l'OIF d'ailleurs. Des pays comme le Maghreb, par exemple, officiellement le français, l'arabe est la langue officielle, mais dans les faits, il y a un bilinguisme institutionnel, le français étant largement utilisé avec l'arabe dans l'administration, dans les médias, c'est la langue des affaires, de la majorité des sites internet, et ainsi de suite. Et tout le monde d'ailleurs peut le constater soi-même. Mais donc les pays du Maghreb n'ont jamais quitté, je dirais, et d'autres pays, l'espace francophone, la grande famille francophone. Et quand je parle de famille francophone, il faut bien préciser là que le concept de famille francophone, d'appartenance à une famille francophone, et le fait d'établir ou non une politique migratoire incontrôlée sont deux choses tout à fait différentes. Cela fait 20 ans ou 30 ans qu'on essaye de nous faire croire que les deux choses sont liées, qu'on ne peut pas s'ouvrir au reste du monde si on n'abolit pas, par exemple, les frontières ou qu'on n'abolit pas les contrôles. Tout cela sont des éléments totalement séparés, totalement différents. En France, par exemple, dans les années 60, il y avait une quasi-liberté de circulation avec l'espace francophone, à l'époque du général de Gaulle. Et pourtant, il n'y avait pas de regroupement familial. Dans les pays du Golfe aujourd'hui, qui sont des grands pays d'immigration, le regroupement familial est extrêmement limité. Le principe de la priorité nationale est également appliqué de manière radicale. Et par exemple, le chômage des travailleurs étrangers n'est pas autorisé, est interdit. Donc dès qu'une personne est au chômage, celle-ci doit rentrer dans sa famille. Inutile pour elle d'ailleurs de s'imaginer pouvoir compter sur le soutien de journalistes ou d'associations, cela n'arrive jamais. C'est pareil également pour l'Afrique du Nord. Les pays du Maghreb, chacun des trois pays, applique le principe de la priorité nationale intégrale, donc au niveau de l'emploi, du logement, des aides sociales. Ce qui est d'ailleurs tout à fait normal, et c'est la chose qui se passe, c'est une chose qui se passe dans tous les pays du monde, du Japon au Brésil, à de rares exceptions, notamment et en particulier les pays européens, qui ont choisi une voie un peu différente depuis quelques années, mais qui fait exception dans le monde. Car ce principe n'est autre que le principe, je dirais, de l'ancienneté, le principe de l'antériorité sur la liste d'attente. Une personne qui naît dans un pays, qui est native d'un pays, est préparée par sa famille, par la société, pour arriver à l'âge adulte, pour avoir un travail, pour fonder une famille, pour avoir un logement. Donc il est tout à fait normal que cette personne qui attend, si l'on peut dire, depuis 20 ans, depuis 25 ans, ait en priorité un travail et un logement par rapport à une personne fraîchement arrivée depuis 5 ans, 6 ans ou 7 ans, c'est tout à fait normal. Mais sans distinction naturellement de ses origines ou de sa religion naturellement, il ne faut pas tout mélanger. Voilà. Donc pour revenir donc à cet espace francophone, on parlait du Maghreb, on peut aussi parler par exemple de pays comme l'île Maurice. L'île Maurice fait partie de cet espace francophone. On a tendance à l'oublier parce que des fois on se trompe un petit peu en regardant, disons, le mode de fonctionnement de l'administration qui fonctionne en bonne partie en anglais. En fait, ceci s'explique tout simplement par le fait que ce territoire a connu une occupation britannique pendant 1 siècle et demi, dont il est resté une administration qui fonctionne en partie en anglais,
mais qui n'est pas la langue du peuple. Le peuple mauricien parle français, parle un français mauricien, un créole français de l'île Maurice, qui est du français standard légèrement modifié, et qui d'ailleurs est beaucoup plus proche du français standard que la quasi-totalité des patois parlés par nos grands-parents en France même. Donc c'est bien un peuple francophone, comme d'ailleurs le prouvent tous les médias de l'île, les journaux du territoire, qui sont tous en français. Donc ainsi que l'essentiel des programmes audiovisuels qui sont en français ou en créole mauricien. Ce qui ne serait pas le cas si le peuple n'était pas francophone, car sinon ces médias feraient faillite naturellement. Donc c'est un espace dans lequel le français n'a jamais été autant parlé qu'aujourd'hui, à la seule exception du Rwanda, qui est un exemple assez souvent présenté, mais qui est un mauvais exemple, car le Rwanda n'est pas un exemple d'un pays qui a renoncé au français, comme on le dit, c'est tout à fait autre chose. C'est un pays qui a connu, en fait, après le génocide rwandais de 1914, un afflux de quelques centaines de milliers de réfugiés venant d'Ouganda, certes de lointaine origine rwandaise, mais totalement anglicisée entre-temps, puisque le Rwanda est anglicisé, sans parler du fait d'ailleurs que leurs groupes armés étaient financés par des pays anglophones. Ces réfugiés arrivés au pouvoir ont tout simplement pris le pouvoir, le contrôle du pays, ont imposé progressivement la langue anglaise, seule langue qu'ils savaient parler. Donc ça ne correspond pas du tout à un cas d'un pays qui aurait renoncé au français. Non, ça s'est fait d'une autre manière. Et puis d'ailleurs, en parlant de français menacés ou non en Afrique, si je prends l'exemple des pays lusophones, comme l'Angola, comme le Mozambique, la Guinée-Bissau, qui sont 5 en Afrique, personne ne vous dira jamais que le portugais y est menacé. Donc si tout le monde est d'accord sur le fait que le portugais est bien installé dans ces 5 ou 6 pays qui sont très minoritaires sur le continent africain, comment alors est-ce que le français pourrait être menacé dans les pays francophones alors qu'ils sont bien plus nombreux? Donc, ce vaste espace francophone regroupe, comme je l'ai dit aujourd'hui, 33 pays qui concernent un très grand nombre de fuseaux horaires dans lesquels tous les climats sont représentés, tous, sans exception. Et c'est un espace qui représente donc un atout stratégique pour chacun des pays et des peuples qui en font partie. Pas seulement pour la France, comme on le dit souvent, mais pour chacun des autres peuples qui en font partie. La dimension mondiale, par exemple pour la France, la dimension mondiale de cet espace qui s'étend sur toutes les mers du globe, sur 4 continents, grâce aux pays francophones et grâce notamment aux départements et territoires français d'outre-mer. Rappelant ici d'ailleurs que la ZEE, la zone économique française est la 2e du monde et on passe d'ailleurs de devenir la 1re du monde devant les États-Unis avec un peu plus de 11 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire 2,5 fois l'Union européenne tout entière, et que la ZE de la Polynésie française, avec 5 millions de kilomètres carrés, est à elle seule plus grande que toute l'Union européenne tout entière. Donc cette présence sur le globe constitue un formidable réseau pour la France. Cela offre à la France des relations privilégiées, diplomatiques, militaires, un levier d'influence formidable. Cela permet à la France d'intervenir sur différents théâtres d'opération, d'être sollicitée même, et ça on ne le dit pas assez. La France, par exemple, est intervenue, comme on l'a vu, au lendemain du séisme à Haïti, qui a frappé Haïti il y a quelques années. La France a été la première avec l'Australie à intervenir au Vanuatu, il y a 2 ans, lors du cyclone dramatique qui avait frappé l'île. La France intervient dans le golfe du Guinée, dans le golfe d'Aden, pour lutter contre la piraterie ou contre le trafic de drogue dans les Caraïbes, dans la mer Caraïbe, pour notamment protéger l'Union européenne de ces dangers, de ces menaces. Elle contribue d'ailleurs au passage aussi à la protection des États-Unis en partie de ces fléaux. C'est donc un formidable levier d'influence, mais qui profite également à chacun des autres pays francophones.
Rappelons d'ailleurs à ce niveau-là que l'OIF a été créé initialement à l'initiative des pays francophones du Sud, face à une France qui était à l'époque assez réticente. Ce qui, dans le contexte de l'époque, était parfaitement compréhensible, juste au lendemain des indépendances, puisque la France craignait que cette organisation soit considérée comme un outil post-colonial. Sauf que les pays francophones du Sud ne l'entendaient pas ainsi, et ils ont insisté, tenu bon, jusqu'à ce qu'ils obtiennent la création de l'OIF, notamment grâce à des pays comme la Tunisie, le Niger, le Sénégal, Bourguiba et Léopold Sédar Senghor en tête. Donc cet espace, c'est également un vaste espace qui, d'un point de vue économique, offre des débouchés considérables à chacun des pays concernés. C'est une zone de coprospérité en quelque sorte, une zone de richesse commune, on en reviendra un petit peu dans quelques instants, puisque toutes les études économiques démontrent bien que les échanges économiques sont bien plus importants entre pays ayant une langue en partage qu'entre pays qui ne partagent pas la même langue. Certaines études vont même jusqu'à estimer que cette hausse, qui est due uniquement au simple lien linguistique, peut aller jusqu'à 65%. Alors, est-ce que c'est vrai ou non? Est-ce que c'est 65%, 50 ou 40%? Toujours est-il qu'il est évident que le fait d'avoir une langue partagée accroît considérablement les échanges, car il est dans la nature humaine de se diriger en premier, de s'orienter en premier, de regarder en premier, excusez-moi, vers les pays et peuples qui partagent la même langue. C'est ainsi que les pays... Donc il n'est donc pas un hasard, par exemple, de voir que la France, en Afrique, continue à faire à peu près jeu égal avec la Chine dans la majorité des pays francophones du continent, malgré tout le volontarisme qui caractérise la Chine aujourd'hui en Afrique, le rouleau compresseur chinois, comme on dit parfois. Dans la zone CFA, par exemple, en 2014, la France avait encore une part de marché de 11,5%, contre 12,5% pour la Chine. Donc légèrement derrière, mais légèrement seulement. Il n'est pas un hasard de voir que la France est le deuxième investisseur étranger au Québec, juste derrière les États-Unis, et que les entreprises françaises auront une place de premier plan dans le grand plan Nord qui est en train de se mettre en place au Québec et qui consiste à mettre en valeur le nord-ouest, une partie du nord-ouest du territoire. Et il n'est pas un hasard non plus, par exemple, que les échanges commerciaux avec les pays du Maghreb représentent déjà exactement la moitié de nos échanges avec la Grande-Bretagne, qui est pourtant plus proche et qui est beaucoup plus riche, ou encore 2 tiers de plus que nos échanges avec la Pologne en 2014. Ou encore enfin, que les touristes canadiens soient proportionnellement 3 fois plus nombreux à venir en France que les touristes américains. On nous parle souvent des touristes américains qui viennent nombreux en France, mais les Canadiens sont proportionnellement 3 fois plus nombreux. Donc 1 million contre 3, mais c'est une population qui est 10 fois moins nombreuse, donc c'est proportionnellement 3 fois plus nombreux. Et même pour les Québécois, c'est environ 4 fois plus proportionnellement. Alors, nous n'avons pas de chiffres très précis en la matière, mais c'est certainement autour de 4 à peu près. Donc en d'autres termes, les Québécois dépensent en France, dans ce territoire francophone qui est le nôtre, 4 fois plus proportionnellement que les Américains. Donc en d'autres termes, l'espace francophone constitue un espace de richesse commune, car toute richesse qui est développée, qui est créée dans un pays francophone, finit par revenir en bonne partie dans le circuit économique d'un autre pays francophone ou des autres pays francophones. C'est le principe des vases communicants, le principe de la richesse commune, traduction littérale du Commonwealth en anglais. Alors qu'à l'inverse, toute richesse produite localement et au bénéfice de l'économie locale, je ne parle pas des richesses produites au bénéfice d'entreprises françaises, mais au bénéfice de l'économie locale dans un pays non francophone, ne reviendra que très marginalement dans le circuit économique de la France ou d'autres pays francophones. Quand on investit, par exemple, quand on génère de la richesse en Pologne, eh bien, il est évident que la majeure partie de cette richesse
ira par exemple dans le circuit économique de l'Allemagne ou d'autres pays voisins de la Pologne. Car il est tout dans le réflexe, dans les habitudes des Polonais de regarder d'abord, d'acheter d'abord allemand. C'est tout à fait naturel, cela n'a rien de choquant, c'est ainsi, ça a toujours été ainsi depuis 1000 ans, ce sera toujours ainsi dans 1000 ans. Et donc cet espace qui constitue une zone de coprospérité représente également à la clé conduit à la création de plusieurs dizaines de milliers d'emplois. Certains rapports, comme le rapport Attali, qui est un excellent rapport que j'ai lu dans son intégralité, estiment d'ailleurs que cela pourrait conduire à la création ou au maintien de 300, 400 000, voire 500 000 emplois d'ici 2050. Bon, ces chiffres-là sont toujours bien évidemment analysés avec la plus grande précaution. Toujours est-il qu'il est évident que de nombreux emplois sont à la clé, puisque toute la littérature économique considère environ que pour chaque milliard d'euros supplémentaires d'exportation, il y a de 8 à 10 000 emplois qui sont créés à la clé. Et donc, quand on applique le principe de l'accroissement des échanges résultant du simple lien linguistique, si l'on considère que le lien linguistique mène à un accroissement des échanges de 50%, donc des exportations de 50%, ça signifie que le volume global de nos exportations dans l'espace francophone d'ici 2050, par exemple, sera pour un tiers dû au simple lien linguistique. Donc, quand on fait le calcul, cela représentera plusieurs milliards d'euros d'excédent, de surplus dû uniquement à ce lien linguistique et qu'il convient de multiplier par 8 ou 10 000 pour chaque milliard d'euros supplémentaire. Donc l'espace francophone, comme on dit, c'est un atout considérable en matière d'influence, en matière de débouchés économiques pour chacun des pays francophones. Puis d'ailleurs, les pays francophones du Sud en sont davantage conscients que nous-mêmes. Des pays comme le Maroc, par exemple, a depuis quelques années, depuis l'arrivée du nouveau roi, du roi Mohamed VI au pouvoir, carrément orienté en bonne partie ses efforts vers l'Afrique francophone, à tel point d'ailleurs de devenir le deuxième investisseur étranger africain sur le continent après l'Afrique du Sud, et de devenir l'année dernière, en 2015, le premier réinvestisseur étranger tout court en Côte d'Ivoire, devant la France. Qui aurait imaginé cela il y a encore quelques années? Donc ce formidable espace offre des débouchés considérables pour chacun des pays membres. C'est bon pour la France, c'est bon pour les industries, pour l'économie du Maroc, de la Côte d'Ivoire, du Québec, de Madagascar. Il n'y a donc aucune gêne à parler d'intérêt, de la défense, de la nécessité de défendre nos intérêts économiques, à part à présenter l'espace francophone comme représentant de vastes débouchés pour nos industries, puisque ce qui est bon pour nous est également valable pour tous les autres pays francophones, pour qui cet espace constitue également d'énormes débouchés, d'énormes perspectives. Et ce vaste espace est d'ailleurs constitue une zone de coprospérité assez optimale, puisqu'il est l'un des rares, même le seul avec l'espace anglophone, à réunir toutes les conditions nécessaires pour le rendre optimal ou presque, à savoir le dynamisme démographique, on y reviendra dans quelques instants, l'abondance des ressources naturelles, comme tout le monde sait, l'existence d'un certain nombre, d'un noyau dur de pays francophones riches, ceux du Nord, aux grandes capacités financières et technologiques, et enfin la stabilité de la majorité, de la majeure partie de ce vaste espace. Et là encore, il convient de remettre un peu les pendules à l'heure et d'en finir avec certains préjugés, voire une certaine propagande à laquelle on assiste depuis plusieurs années, qui consiste à faire croire que ce n'est pas le cas, que ces territoires sont instables, qu'il y a la guerre partout. Ce n'est pas vrai. Et non seulement ce n'est pas vrai, mais en plus l'espace francophone constitue historiquement la partie la plus stable du continent africain. Tant ont été nombreuses ou sont encore nombreuses aujourd'hui les guerres, les conflits meurtriers partout ailleurs sur le continent. Il suffit de regarder ce qui se passe au Nigeria, en Somalie, au Zimbabwe, ce qui s'est passé auparavant au Libéria, en Sierra Leone et dans d'autres pays, au Soudan, au Darfour, et ce qui se passe encore notamment aujourd'hui même au Sud-Soudan.
On nous parle souvent des problèmes qu'il y a en République centrafricaine, mais on ne nous parle pratiquement jamais de ce qui se passe juste à côté, dans ce pays jumeau presque que constitue le Sud-Soudan, dont la superficie est 1% supérieure à celle de la RCA, République centrafricaine, donc c'est un pays jumeau, et dans lequel il y a un véritable chaos depuis quelques années, une guerre civile épouvantable, et dans lequel il y a entre 50 et 100 fois plus de morts qu'en République centrafricaine. C'est-à-dire que pour une victime en République centrafricaine, il y en a 50 à 100 au Sud-Soudan, juste à côté, qui est anglophone et personne n'en parle. Pareil, des fois on nous parle des dictatures, par exemple, que l'on retrouve dans certains pays francophones, pas tous, loin de là, mais c'est exactement la même chose, sinon pire, dans le reste de l'Afrique. N'oublions pas d'ailleurs que les dictatures les plus anciennes du continent se trouvent en dehors de l'Afrique francophone. Au Zimbabwe, le président zimbabwéen est au pouvoir depuis 36 ans. En Ouganda, depuis 30 ans. Au Soudan du Nord, depuis 27 ans. En Gambie, depuis 22 ans. Ou encore au Rwanda, depuis 16 ans officiellement et de facto, en réalité, depuis 22 ans, puisqu'il est mené depuis assez longtemps. Au Rwanda, d'ailleurs, où le président actuel, Kagame, a d'ailleurs modifié la constitution l'année dernière pour se permettre de rester encore 17 années de plus au pouvoir. Pas 5 ans, pas 7 ans, 17 années. Une fois 7 plus 2 fois 5. 17 années de plus. C'est d'ailleurs un cas unique au monde. Il n'y a aucun autre pays dans le monde aujourd'hui où nous avons un président qui s'est taillé une constitution sur mesure lui permettant clairement d'affirmer une sorte de présidence à vie, en quelque sorte. À part la Corée du Nord, il n'y a pas d'autres exemples. Et par contre, on n'en parle jamais de cela. On nous parle des problèmes au Burundi voisin, mais pas de ce qui se passe au Rwanda. Donc il y a là une sorte, quelque part, de propagande, je dirais, anti-francophone, qui est d'ailleurs relayée, ou parfois originaire d'ailleurs d'un certain nombre de pays non francophones, et relayée assez naïvement par un certain nombre de nos compatriotes, qui propagent ces fausses informations, avec toutes les conséquences négatives que cela entraîne. Car ces informations fausses sont de nature à détourner de l'espace francophone, et détourner donc de notre langue, de la langue française, de la France, un certain nombre de pays. C'est d'ailleurs le but recherché parfois par certains, ceci est clair, nous sommes dans une guerre de communication, et ce qui est regrettable de constater, c'est que cette désinformation est reprise par un certain nombre de compatriotes qui ne réfléchissent pas assez avant de les relayer. Puis d'ailleurs, au passage, une petite parenthèse que je vais ouvrir, c'est que en matière déjà d'une part de la stabilité des pays francophones, les troubles auxquels on assiste, déjà, ils ne concernent dans la majeure partie des cas que les zones désertiques des pays concernés, ne l'oublions jamais, et pas les zones où se trouve la population. Et deuxièmement, il faut aussi bien ouvrir les yeux et bien voir une évolution que l'on constate depuis quelques années, assez récente dans les pays d'Afrique francophone, à savoir que les forces armées d'un certain nombre de pays se considèrent de plus en plus comme les garantes du bon fonctionnement des institutions démocratiques de ces pays, de la Constitution. On a pu le voir au Burkina Faso, il y a quelques années, il y a 2 ou 3 ans, lorsque le président Blaise Compaoré avait tenté de modifier la Constitution pour se maintenir au pouvoir. L'armée est intervenue pour l'écarter et remettre le pouvoir aux civils. Elle n'a jamais pensé un seul instant à prendre le pouvoir. Pareil, il y a eu une petite push l'année dernière, c'était une petite minorité infime de militaires, mais qui a été écartée elle-même par le gros de l'armée. On a eu la même chose au Niger en 2010, lorsque le président essayait de modifier la Constitution pour s'éterniser au pouvoir. L'armée est intervenue pour l'écarter et pour remettre le pouvoir aux mains des civils. Et on l'a vu également en Tunisie, où l'armée était intervenue pour écarter le président Ben Ali, où la population, une bonne partie de la population à l'époque, il faut se rappeler, souhaitait même que l'un des plus hauts, que le chef, si on peut dire, des forces armées de l'époque se présente au présidentiel, ce qu'il a refusé en remettant le pouvoir aux civils. Donc il s'agit d'une évolution majeure qu'il convient de saluer.
et déjà de voir et de reconnaître. Il faut bien ouvrir les yeux. Donc ce vaste espace qui réunit donc, les conditions nécessaires à en faire une zone de coprospérité optimale offre à notre pays des débouchés considérables en matière économique, un relais d'influence considérable, et enfin donne, et c'est là le troisième atout stratégique pour nous tous, donne aux Français son statut de langue internationale, de langue mondiale. Statut de langue internationale, de langue mondiale, qui est très important, car comme nous le savons, ou pas assez suffisamment dans notre pays, hélas, par rapport à d'autres, la langue constitue le principal relais, le principal vecteur d'influence, d'abord culturel, puis économique, et in fine politique, géopolitique. La langue, c'est un système de valeurs également. C'est une certaine conception des relations du monde. Il n'est pas assez étonné, par exemple, de voir que la progression des idées, je dirais un petit peu trop libérales, je n'ai rien contre le libéralisme, mais le problème c'est quand ce libéralisme devient excessif. Eh bien, il est évident de constater que les progressions des idées un peu trop libérales se fait parallèlement à celle de la progression de la langue anglaise. Ce n'est pas un hasard. Il n'est pas un hasard non plus de constater que la totalité ou quasi-totalité des pays, des rares pays au monde, à avoir, en ces temps d'intégrisme religieux, de radicalisme islamique, à avoir interdit le port du niqab, de la burqa, soit des pays francophones. Aujourd'hui, les seuls pays au monde pratiquement à l'avoir interdit sont des pays francophones, c'est-à-dire la France, la Belgique, le Tchad en 2015 et le Congo en 2015. Plus d'ailleurs également le Sénégal, fin 2015. Donc ça fait 5 pays sur 6, puisque le 6e sont les Pays-Bas, à avoir interdit le port du niqab et qui sont francophones. Et d'ailleurs, au passage, le Pays-Bas, 6e pays, n'est pas francophone, mais il est en contact direct avec notre espace géolinguistique. Il est très influencé par notre culture, et dans ce pays, le français est appris par la majorité des élèves au secondaire. Pareil également pour le Tessin. Le Tessin suisse n'est pas un pays, c'est un canton suisse. Dans ce canton suisse, le niqab a été totalement interdit, y compris pour les touristes d'ailleurs, l'année dernière, en 2015. Le Tessin n'est pas un canton francophone, c'est un canton italophone, mais qui est limitrophe à notre espace géolinguistique et dans lequel le français est appris obligatoirement à tous les élèves en tant que première langue étrangère. D'autres pays également, comme le Gabon ou comme le Niger, ont instauré, ou comme le Cameroun, ont interdit le niqab sur une partie de leur territoire. Plutôt le Cameroun, Niger. Pour le Gabon, c'est un peu différent, ce sont des contrôles qui sont établis pour les personnes qui portent le niqab. Donc on constate bien que les seuls pays à l'avoir fait sont francophones ou limitrophes de l'espace francophone et influencés par notre langue, par notre culture, par notre vision du monde, par les valeurs que véhicule notre langue. Alors qu'aucun des pays non francophones du monde, ou étant éloignés de notre espace, n'ont appliqué ce même principe, même s'ils sont ravagés par l'intégrisme religieux, comme le Nigeria, pays anglophone qui souffre considérablement, ou encore l'Afghanistan, en Asie par exemple. Et donc l'importance de la langue comme vecteur d'influence au niveau culturel, de la manière de voir les choses, au niveau des débouchés économiques, car toutes les études, comme je l'ai dit, démontrent bien que plus il y a de locuteurs de français dans un pays, plus les entreprises qui viennent de pays parlant cette langue auront de la facilité à acquérir, à avoir des parts de marché, sous réserve naturellement de compétitivité égale, bien entendu, se trouve, et d'ailleurs bien compris par les pays anglo-saxons, qui n'hésitent jamais, qui essayent toujours d'imposer leur langue partout où ils le peuvent, même lorsqu'ils sont minoritaires, ou par les pays, ou encore par la Chine. La Chine qui depuis 10 ans, en 10 ans seulement, a déjà mis en place, a déjà érigé près de 500 instituts Confucius dans le monde, dont pratiquement tous les pays du monde, et sans jamais se poser la question de savoir est-ce que le mandarin est une langue difficile ou non, est-ce qu'il est parlé dans beaucoup de pays ou non. Tout cela
sont des éléments bien secondaires. Il est évident que si nous étions, nous Français, hélas, les conseillers politiques des Chinois, nous leur dirions, écoutez, ça ne sert à rien, personne ne parle votre langue étrangère, en plus c'est très difficile. Donc arrêtez, mettez-vous à l'anglais, c'est fini, tout cela est dépassé. Mais les Chinois font preuve d'une intelligence stratégique qui est bien supérieure, hélas, à la France d'aujourd'hui. Donc, cet atout que constitue l'existence d'une langue internationale est d'ailleurs renforcé aujourd'hui par les évolutions récentes, par les mutations récentes de l'espace francophone. Récentes, présentes, actuelles et futures. Et en particulier cette double mutation démographique et économique. Premièrement, le dynamisme démographique. L'espace francophone, aujourd'hui, c'est 460 millions d'habitants. En 1950, ce n'était que 128 millions d'habitants. C'est-à-dire que l'espace francophone a vu sa population être multipliée par 3,5, un peu plus de 3,5 depuis 1950. Et notamment grâce au continent africain. Il faut bien savoir qu'en 1950, les 25 pays d'Afrique francophone, donc Maghreb inclus, totalisaient seulement 73 millions d'habitants. C'est-à-dire à peine plus que l'Allemagne seule, 69 millions d'habitants. Aujourd'hui, l'Afrique francophone, c'est 370 millions d'habitants. Donc, en d'autres termes, le monde francophone, en 1950, était un vaste espace, mais qui, d'un point de vue économique et géopolitique, pesait assez peu. Aujourd'hui, c'est un espace qui commence à compter, à peser sur la scène internationale. Et cela résulte donc d'une croissance démographique importante qui en fait d'ailleurs l'espace qui croît le plus rapidement aujourd'hui, avec un taux de croissance de 2,1% par an, à égalité avec l'espace arabophone, mais qui devrait ralentir un peu plus vite que nous. D'ailleurs, au passage, l'espace francophone est devenu aujourd'hui le 4e espace linguistique dans le monde, en termes de population, depuis 2 ans, en dépassant il y a 2 ans à peu près l'espace hispanophone, qui en compte aujourd'hui 450 millions, un petit peu plus, début 2016. Cette progression donc, dont je parlais résulte essentiellement de la progression de l'Afrique, et en particulier de l'Afrique francophone, qui a vu sa population considérablement augmenter et qui devrait augmenter encore davantage à l'avenir. D'ailleurs, comme on le voit dans ce graphique, qui nous montre l'évolution de la population depuis 1950 jusqu'en 2050, l'évolution donc projetée pour l'avenir, la population de l'Afrique subsaharienne francophone devrait être multipliée à peu près par 11,5 d'ici 2050 par rapport à 1950. Donc si on se base sur les projections de l'ONU ou bien d'organismes qui font référence comme le PRB, là, cette évolution devrait être à peu près, le chiffre devrait être multiplié par 13 à peu près, ce qui me semble un petit peu exagéré. D'ailleurs, le monde francophone, selon ses projections officielles, devrait atteindre à peu près 900 millions ou 950 millions, 920 millions d'ici 2050. Je pense pour ma part que ça devrait se situer autour de 800-850 millions d'habitants. Car il faut savoir qu'en matière de démographie, il y a souvent des exagérations, des projections qui se basent sur des hypothèses un petit peu farfelues, on peut le dire ainsi, et qui d'ailleurs conduisent à des corrections assez radicales par la suite. On a l'exemple, par exemple, du Nigeria. On se rappelle tous, il y a 2 ou 3 ans, avoir vu sur nos écrans de télévision, dans nos médias, que le Nigeria était présenté comme le futur 3e pays le plus peuplé du monde en 2050, avec 440 millions d'habitants. Beaucoup d'entre vous s'en souviennent certainement. Et bien, 1 an plus tard exactement, le chiffre tombait à 396. C'est-à-dire qu'on a décidé, il suffit de faire le calcul mentalement, de raboter ce chiffre de 10%, arbitrairement. Et aujourd'hui, c'est 398. Donc voilà. Et c'est pareil pour le Yémen, par exemple. Le Yémen, il y a 15 ans, en 2000-2001, était projeté à 90 millions d'habitants en 2050. Aujourd'hui, il est projeté à 47 millions seulement. Donc on est passé de 90 à 47 millions. Voilà, donc je dis qu'il faut faire très attention à ces prévisions qui parfois reposent sur des critères qui ne sont pas très logiques, puisque parfois on a tendance à projeter, à considérer assez bêtement que le taux de fécondité ne bougera pratiquement pas, ce qui est totalement faux.
Mais je ne dis pas par là que l'espace francophone ne connaît pas d'explosion démographique, non. Continuera à croître très fortement, mais juste un petit peu moins. Et devrait atteindre donc à peu près 800-850 millions d'habitants contre 460 millions d'habitants aujourd'hui, ce qui est considérable. Et en parlant d'ailleurs de cette évolution démographique, certains considèrent qu'il y a là une démographie incontrôlée en Afrique francophone subsaharienne. Là encore, c'est un cliché, ça ne correspond pas à la réalité. L'Afrique francophone, tous les pays pratiquement d'Afrique francophone subsaharienne ont en réalité déjà entamé leur transition démographique, puisque seuls 4 des 22 pays francophones d'Afrique subsaharienne n'ont pas connu de baisse de leur fécondité depuis 1970. C'est-à-dire les pays d'Afrique centrale, à savoir le Niger, le Tchad, la RCA et la RDC, République démocratique du Congo. Tous les autres pays ont connu des baisses allant de 20 à 30% en moyenne, et même jusqu'à 40% parfois, comme en Côte d'Ivoire, passé de 7,9 enfants par femme en 1970 à 4,9 aujourd'hui, ou Madagascar, passé de 7,3 à 4,3. Alors, 4,9 ou 4,3, c'est encore énorme. Pardon. À titre de comparaison, par exemple, nous en France, au plus fort de notre pic, de notre baby-boom dans les années 50, nous n'avons jamais atteint la barre des 3 enfants par femme. On s'est arrêté à 2,98. Donc 4,9 ou 4,3, c'est énorme encore. Mais avant, c'était 8 ou 7. Donc il faut bien voir cette évolution qui est considérable et qui se poursuit d'ailleurs aujourd'hui. Même si dans le même temps, on a assisté à un accroissement du rythme de croissance démographique pendant 30 ans encore, jusqu'au début des années 2010, comme le montre ce graphique. Donc malgré la baisse de la fécondité progressive, on a vu que jusqu'au début des années 2010, l'Afrique francophone subsaharienne connaissait une accélération de sa croissance démographique. Mais ceci n'est dû en fait, c'est ce paradoxe, qu'à l'allongement de la durée de la vie, de l'espérance de vie, la baisse de la mortalité infantile, qui font d'une part qu'il y a une proportion plus importante de jeunes filles, d'enfants, qui arrivent à l'âge adulte, à l'âge de procréer, et d'autre part que 3 ou que 4 générations peuvent coexister aujourd'hui, cohabiter contre 2 ou 3 auparavant. Mais ce paradoxe n'est pas éternel naturellement, et déjà, il vient de s'achever très récemment, puisqu'on observe désormais une baisse de la croissance, du rythme de croissance démographique, qui devrait, je pense, moi, atteindre à peu près 1,6 d'ici 2050, c'est-à-dire légèrement plus que le rythme, que la croissance démographique actuelle de l'espace maghrébin, et non pas 2,2%, qui est une hôpital qui repose, comme je dis, sur des critères assez illogiques. Toujours est-il que même 1,6% en 2050, cela représentera tout de même environ 3 fois ou 4 fois plus que la moyenne mondiale d'alors, ce qui est considérable. Et ce dynamisme francophone démographique dont on parle concerne également les pays francophones du Nord, qui connaissent une croissance démographique d'environ 0,6% par an, donc du Québec, France, Suisse, Belgique, etc., alors que d'autres espaces géolinguistiques, comme l'espace germanophone ou l'espace russophone, sont assez stagnants. Même avec la crise des migrants actuellement, qui a apporté des flux migratoires considérables en Allemagne, qui lui permettra d'accroître sa population actuellement, eh bien, cela ne sera pas suffisant à enrayer en fait la baisse de la population allemande ou sa stagnation, disons, qui devrait peut-être stagner d'ici quelques années, car il faut savoir que l'Allemagne perd chaque année environ 200 000 personnes. Hein, la différence entre le nombre de décès et le nombre de naissances d'environ 200 000 personnes, ce qui est dramatique. C'est l'équivalent d'ailleurs de la bombe d'Hiroshima chaque année, en tenant compte des victimes immédiates et des victimes postérieures. Donc c'est considérable. Et c'est un phénomène dramatique que connaissent d'ailleurs la majorité des pays d'Europe, y compris méridionale, Italie, Espagne, etc. À l'exception de quelques rares pays, les îles britanniques, Irlande, France, et dans une moindre mesure les pays scandinaves et la Belgique et les Pays-Bas, uniquement. Voilà. Donc, ce dynamisme démographique qui est considérable, qui permet aujourd'hui à l'espace francophone d'exister, d'avoir un poids, de commencer à compter, a permis donc à cet espace d'atteindre une masse critique nécessaire justement
au développement économique et à l'apparition de toute industrie. L'exemple le plus frappant est celui de la Côte d'Ivoire, par exemple, qui en 1950 ne totalisait que 2,6 millions d'habitants pour un pays aussi grand, plus grand que l'Italie, et qui en compte aujourd'hui 25, ou 23 plutôt. C'est le cas le plus frappant. Et c'est un accroissement qui permet justement enfin à penser sérieusement à industrialiser ces pays. Car pour établir des industries, il faut investir des quantités inconsidérables qui demandent justement un bassin de population minimum pour pouvoir rentabiliser ces projets. Donc ces éléments-là, la masse critique, la stabilité, l'abondance des richesses naturelles, ou encore la bonne gouvernance, font que ces pays francophones connaissent aujourd'hui une mutation économique, si je peux dire, à travers l'apparition de taux de croissance considérables, assez importants. Les taux comme l'affiche, comme on peut le voir dans ce graphique, attendez un petit instant, où l'on voit des taux de croissance qui sont souvent supérieurs à 5% dans les pays d'Afrique francophone. D'ailleurs, l'Afrique francophone au total, l'Afrique subsaharienne francophone, entre 2012 et 2015, sur cette période quadriannuelle, a connu une croissance économique annuelle de 5,1% par an, et même de 5,6% par an si l'on exclut le cas très particulier de la Guinée équatoriale, qui est un tout petit pays très peu peuplé et grand producteur de pétrole, ce qui fait qu'il est très dépendant, particulièrement dépendant aux hydrocarbures. Donc 5,1%, 5,6% par an de croissance économique, et même 5,7% pour la zone CFA, en excluant la Guinée équatoriale, contre environ 3,7% pour l'Afrique anglophone. Comme on le voit dans ce graphique, Afrique anglophone, Rwanda et Éthiopie, très anglicisés, inclus. Donc je les ai inclus afin que personne ne puisse prétendre que je n'ai pas inclus volontairement des pays à très forte croissance. Non, même en les incluant, on arrive à des taux considérablement supérieurs à l'espace francophone, qui a d'ailleurs été en tête 3 années sur 4 lors de la précédente période quadriannuelle, et qui fait de cet espace francophone, qui est un gigantesque chantier à ciel ouvert aujourd'hui. Partout, il y a des chantiers, des grands chantiers. Le cabinet Deloitte estimait pour 2014 à 108 milliards d'euros, de dollars, le montant total des investissements réalisés en Afrique centrale et Afrique de l'Ouest, qui sont essentiellement francophones, et en ne prenant en considération que les projets dits d'envergure, c'est-à-dire qui dépassent 50 millions de dollars. Voilà. Et donc cet espace se présente désormais comme un des principaux relais de la croissance mondiale, notamment avec le ralentissement de l'économie chinoise actuellement. D'ailleurs, il faut préciser là que parmi les éléments qui permettent d'atteindre cette croissance-là, on a les progrès en matière de bonne gouvernance. Là aussi, on ne le dit pas assez. La bonne gouvernance qui fait des progrès dans tous les pays africains, que ce soit des démocraties ou pas de démocratie, c'est égal partout. D'ailleurs, il ne faut pas croire que les pays non démocratiques sont forcément des pays qui ne progressent pas, qui ne peuvent pas progresser. Il suffit de voir l'histoire des pays d'Asie du Sud-Est, ou encore des pays comme la Tunisie, qui était saluée pour sa prospérité, pour son dynamisme jusqu'à la Révolution, et qui aujourd'hui connaît une certaine misère, hélas. Donc il peut y avoir des régimes forts, mais éclairés, tout comme il peut y en avoir d'autres qui ne le sont moins. Voilà. Et donc il y a des programmes en matière de bonne gouvernance partout, comme l'atteste par exemple le succès de l'ITIE, l'Initiative pour la transparence des industries extractives. C'est une norme internationale qui a été lancée en 2002 par Tony Blair et qui est gérée par une organisation internationale qui est basée en Norvège. Et cette norme lancée par un Anglais, non pas par un Français, parce qu'on pourrait dire alors que c'est facile et que c'est normal que les pays francophones y adhèrent, non, lancée par un Anglais et gérée en Norvège, a connu principalement des adhésions venues des pays francophones d'Afrique subsaharienne, qui en répondu dont 11 sur 19, les pays d'Afrique subsaharienne non hors petit État insulaire, donc Madagascar incluse, ils ont été 11 sur 19 à répondre à cette norme, à y adhérer, c'est-à-dire 58% des pays francophones concernés, contre 26% seulement, 2 fois moins pour les pays non francophones d'Afrique subsaharienne. Et cette norme au passage consiste en fait à associer des représentants de l'État, des entreprises extractives et autres, et de la société civile dans la gestion, pour s'assurer de la transparence des activités extractrices.
Autre chose également qui est à la source de cette croissance démographique importante, ce sont les grands programmes de diversification qui sont en cours aujourd'hui en Afrique francophone, notamment dans beaucoup de pays, qui consistent à enfin mettre l'accent à développer le secteur agricole, à créer plus de valeur ajoutée, en développant des industries de base notamment, et même des industries métallurgiques et pétrochimiques afin de ne plus exporter de manière brute le pétrole ou les minerais. Diversification qui concerne d'ailleurs également l'Algérie. L'Algérie, par exemple, connaît depuis quelques années un taux de croissance hors hydrocarbures de 5 à 5,5% par année, ce qui permet à l'Algérie d'atteindre un taux de croissance de 4% en 2015, comme le Gabon, comme le Tchad, et même de 6% pour le Cameroun, malgré l'effondrement des cours des matières premières et du pétrole dans le monde. C'est-à-dire que ces pays francophones ont globalement bien mieux résisté grâce à leur diversification économique en cours que les pays non francophones du continent, qui eux affichent une croissance globalement autour de 3% seulement. Et un pays comme l'Afrique du Sud, qui est au même niveau de développement humain que l'Algérie, et qui se trouve à l'autre extrémité du continent, n'a affiché l'année dernière que 1,3% de croissance, pays très dépendant d'ailleurs aussi assez dépendant des minerais, et devrait n'atteindre que 0,9% cette année. Donc tout cela constitue des performances remarquables réalisées par cette partie africaine de l'espace francophone qui, encore une fois, ne sont pas relayées en France, on ne le dit pas. Pire encore, on nous fait croire que ce sont les pays non francophones qui seraient les plus dynamiques, ce qui est totalement faux et ne correspond à aucune réalité, hormis peut-être 2 ou 3 pays, mais qui cachent la forêt derrière, et avec toutes les conséquences négatives que cela entraîne. Parce que dans cette affaire, nous sommes tous perdants. Les francophones du Nord, nos compatriotes, ont une vision erronée, une vision déformée du Sud francophone, qu'ils considèrent alors comme risquée, voire hostile. Tant sont nombreux les personnes qui nous rabâchent en permanence les oreilles avec l'histoire, le colonialisme, et qui sont totalement déconnectés de la réalité quotidienne de l'Afrique d'aujourd'hui, des populations africaines d'aujourd'hui, qui habitent là-bas, et qui ne pensent qu'à l'avenir, qui ne regardent pas vers le passé, et qui d'ailleurs n'attendent qu'une chose, c'est de voir les Français venir investir, les Français qui ont souvent déserté beaucoup de pays, comme la RDC. La RDC qui est le plus grand pays francophone du monde aujourd'hui, qui a dépassé la France, Kinshasa, qui vient de dépasser Paris pour devenir la première ville francophone du monde avec 12 millions d'habitants, et même 13,5 avec Brazzaville, la grande agglomération Kinshasa-Brazzaville. Eh bien, la France est totalement absente de ce pays, avec seulement 3% de part de marché. Pareil à Djibouti, où le monde se précipite, les Japonais, les Chinois, les Allemands, les Américains pour établir des bases militaires et pour commercer, et où la France est totalement absente. J'ai rencontré il y a encore quelques semaines des Djiboutiens, des hommes d'affaires qui me disaient « mais ils sont où les Français, on n'aimerait bien les voir ». Donc, ça nous fait, cette déformation des choses fait que l'on s'éloigne de cet espace qui est en pleine croissance, nous perdons ainsi de grandes opportunités et nous faisons perdre aussi aux Africains de grandes opportunités puisque nous ralentissons leur développement économique qui pourrait être encore plus important. Donc tout le monde est perdant dans l'histoire. Ce dynamisme économique concerne également les pays du Nord, et ça on ne le dit pas assez. Le Québec est le 3e pôle mondial, par exemple, de l'aéronautique. Montréal, après Seattle et Toulouse. Le Québec est le 3e pôle mondial de l'industrie des jeux vidéo. C'est le 4e pôle mondial, le producteur mondial d'hydroélectricité. Malgré sa petite taille. Et 95% de l'énergie consommée électrique est d'origine hydroélectrique. Le Québec est le leader mondial de la construction ferroviaire, avec le groupe Bombardier devant Alstom. Groupe Bombardier qui est présent également dans l'aéronautique, dans les avions. La Suisse, leader de l'industrie horlogère mondiale avec Swatch, je parle de la Suisse romande. Nestlé, leader mondial de l'industrie agroalimentaire. Et encore des pays comme le Luxembourg, comme Monaco, comme la Belgique francophone, qui sont des pays très riches. Bruxelles, qui est le 2e rang mondial pour l'accueil des congrès. Tout cela se trouve dans notre espace géolinguistique, qu'on vient de le savoir. Genève, qui d'ailleurs au passage a détrôné Londres depuis 2 ou 3 ans en tant que première place internationale pour le négoce du pétrole, du coton et du café. Ça, il faut le savoir aussi. Donc ce dynamisme considérable doit être soutenu de notre part, par la France, au nom de nos propres intérêts, mais qui, encore une fois,
sont aussi les intérêts des autres pays francophones, comme je l'ai dit, et aussi pour faire face aux autres puissances étrangères qui commencent à s'intéresser à cet espace. Et il convient donc pour nous de le soutenir, de l'accélérer, comme par exemple en développant l'industrie de ces pays-là, en les aidant à se diversifier, à s'industrialiser plus rapidement que le processus en cours d'industrialisation. Par exemple, il y a là un domaine qui offre un potentiel considérable, c'est le coton. Il faut savoir que l'Afrique francophone de l'Ouest représente 10% des exportations mondiales de coton aujourd'hui. Et là, c'est une histoire, c'est un exemple de réussite considérable de cet espace, contrairement au reste de l'Afrique, puisque l'Afrique francophone qui reproduisait aujourd'hui, en 1960, seulement 8% de la production africaine du continent, production africaine en coton, représente aujourd'hui de 50 à 55% à elle seule. Ça, c'est un espace qui ne comptait pas sur la scène internationale en matière de coton et qui aujourd'hui compte de manière importante. Et on sait que le coton offre des perspectives considérables en matière d'industrialisation, comme l'atteste l'histoire industrielle des pays d'Asie du Sud-Est et même de la France. Il y a là donc un secteur qui offre un potentiel considérable en matière d'industrialisation qu'il convient de développer. La France d'ailleurs a été à l'origine de cette réussite dans les années 60, peu avant les indépendances et au lendemain des indépendances, sauf que la France a totalement déserté le terrain et il conviendrait aujourd'hui que l'on s'intéresse de nouveau à ce secteur en envoyant des compétences, en formant les élites locales, en aidant ces pays-là, africains, francophones, à mettre en place l'environnement nécessaire, favorable, donc les infrastructures, le cadre fiscal, réglementaire, les élites, les cadres qui sont nécessaires pour la mise en place d'un environnement favorable, propice à l'investissement, et notamment à l'investissement d'ailleurs africain, pour que la croissance africaine soit essentiellement du fait des Africains, ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui, puisqu'elle est en bonne partie du fait des investissements étrangers, ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose pour la rentabilité, pour les bénéfices à en tirer pour les économies locales et qui pourrait à terme susciter quelques tensions. D'ailleurs, les Chinois ou les Turcs se précipitent aujourd'hui pour ouvrir des usines de textiles en Afrique et notamment en Éthiopie. Il serait bon aujourd'hui que les Français qui ont des usines, par exemple en Asie, délocalisent et envoient leurs usines dans l'espace francophone pour produire sur place, pour profiter du coton existant ainsi que des coûts de la main-d'œuvre qui sont très bas, comme ça a été le cas plus tôt pour la Chine, etc. Il est important que cela se fasse dans l'espace francophone. Parce que, comme je l'ai dit, si on investit en Éthiopie bêtement comme les Chinois ou les Turcs, le principe des vases communicants n'opère pas, ne fonctionne pas. C'est-à-dire que toute la richesse créée localement au bénéfice de l'économie éthiopienne ne reviendra pas dans le circuit économique francophone, puisque les Éthiopiens achèteront des produits des pays autour ou des pays anglophones ou encore de la Turquie et de la Chine et pas des pays francophones. Donc il convient d'investir dans les pays francophones. Autre chose également qui nous permettrait d'accélérer, d'accompagner cette croissance économique, c'est le recentrage nécessaire de notre aide publique au développement. Il faut savoir là encore que contrairement à ce que l'on pense et ce que l'on dit régulièrement, la France n'affecte qu'une petite partie de son aide publique au développement chaque année aux pays francophones, qui ne reçoivent chaque année que 40% des pays francophones, donc au total, du Sud ou pas du Sud donc en l'occurrence, que 40% de l'aide publique au développement française, 40% sur 8 milliards à peu près. Ce n'est pas le contraire, contrairement à ce que l'on pense. Et ce qui fait la différence d'ailleurs avec les Britanniques. Les Britanniques, qui au total donnent environ 60% de leur aide publique à des pays anglophones. 5 des 10 pays premiers bénéficiaires de notre aide publique sont francophones seulement, contre 7 à 8 chaque année pour les Britanniques. 11 des 20 premiers pays bénéficiaires sont francophones, contre 16 ou 17 pour les Britanniques. C'est-à-dire que les Britanniques, en d'autres termes, ciblent principalement les pays anglophones qui parlent leur langue en matière d'aide publique au développement, et tout cela malgré l'importance de leur aide publique au développement qui est 50% plus importante que la nôtre aujourd'hui.
Et ce décrochage français s'est fait en quelques années à peine. C'est un des symptômes supplémentaires du déclin de la France. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, les Britanniques non seulement sont plus efficaces, ils ont la culture d'efficacité que nous n'avons pas, en ciblant principalement les pays anglophones qui bénéficieront d'abord à leurs économies, à leurs industries, à son économie et à l'industrie britannique. Mais en plus, ils donnent plus d'argent, c'est-à-dire en d'autres termes que les sommes d'argent qu'ils économisent sur le budget européen. On présente souvent comme les Britanniques comme étant un peu égoïstes qui ne veulent pas contribuer au budget de l'Européen. Ceci n'est pas vrai, puisqu'en fait l'argent qu'ils économisent, les 2 milliards de moins qu'ils dépensent chaque année par rapport à la France, ce n'est pas pour les garder pour eux, c'est pour les investir et plus encore dans des pays qui seront plus intéressants et qui feront mieux tourner leurs industries. Car comme j'ai dit tout à l'heure, quand on investit dans les pays par exemple d'Europe de l'Est, le principe des vases communicants n'existe pas et quand on investit, quand on donne de l'argent à un pays comme la Pologne, d'autres pays, ces pays-là achètent d'abord des produits allemands. Donc en investissant dans ces pays-là, on subventionne en fait l'industrie allemande, l'économie allemande plutôt que la nôtre. Les Anglais l'ont bien compris depuis fort longtemps, ce qui n'est pas encore notre cas. Et donc quand on voit la liste des principaux bénéficiaires de la dette française, on aperçoit certaines aberrations, ça, comme par exemple le Brésil, qui arrive en 2e position pour 2012, un dernier chiffre précis, la Chine en 5e position. Donc il y a quoi? C'est assez surprenant. Le Brésil, en d'autres termes, qui prend nos aides pour les redistribuer aux pays africains, puisque le Brésil aide les pays africains, notamment lusophones, et la Chine qui prend donc en d'autres termes notre aide pour la redonner aux pays africains, puisque la Chine arrose les pays africains d'aide et d'investissement. Donc tout cela n'a aucun sens. Et ces pays-là développés ne figurent nulle part dans le classement des principaux bénéficiaires de l'aide britannique, qui sont beaucoup plus efficaces. Un pays comme la République dominicaine, par exemple, reçoit 30% de plus que Haïti, alors que Haïti est pour la première fois depuis 2 siècles géré par un gouvernement que l'on peut considérer comme sérieux. Peut-être quelques défauts, mais c'est un gouvernement sérieux. C'est la première fois depuis 2 siècles que le président en place se retire de lui-même parce que la Constitution ne lui permet pas de rester. Le président Barthélémy, qui vient de quitter le pouvoir récemment, en mettant en place une période de transition. C'est une première depuis 2 siècles, on n'a jamais vu cela. D'ailleurs, au passage, j'en profite pour vous parler de la partie de la population haïtienne qui est d'origine française, comme par exemple la ministre du Tourisme haïtien. Tout le monde peut taper chez soi tout simplement TVA, qui est le nom de la chaîne, la principale chaîne québécoise privée, donc TVA, ministre tourisme haïtien. TVA, ministre haïtien du tourisme, tout simplement. Et vous aurez là une vidéo de l'intervention de la ministre du tourisme haïtien sur un plateau télévisé québécois au journal télévisé il y a 3 ans, qui est assez intéressant. Et ce qui est le plus dramatique dans tout ça, le plus triste, c'est que cette ravissante, comme vous le constaterez, dame, ministre, ne sera jamais, probablement jamais invitée en France. Car tout est fait, on dirait, pour occulter un petit peu toute cette partie de notre histoire que constitue l'Amérique du Nord francophone. Cette partie de notre histoire qui était obligatoire à l'école il y a quelques années et qui est devenue optionnelle depuis une quinzaine d'années à peu près. C'est-à-dire que l'on considère qu'il est optionnel d'enseigner ce qui constitue une partie de notre histoire, de notre identité. Dans ces pays-là, au plus grand regret d'ailleurs, à la plus grande tristesse, des Québécois, des Acadiens francophones ou encore des Haïtiens d'origine française. En parlant donc d'aide au développement, il faut la recentrer davantage sur les pays francophones, d'autant plus qu'il y a aujourd'hui des menaces, des risques nouveaux qui pèsent sur cet espace. Cet espace croît, connaît une dynamique certaine, mais il y a tout de même certaines fragilités, comme par exemple, pour prendre dans l'ordre, la question démographique, et notamment dans son aspect migratoire. Il y aura, suite à cette explosion démographique, une pression migratoire considérable qui est à prévoir dans les années à venir, notamment sur l'Europe. On pense qu'il y a peut-être quelques millions de personnes qui seraient tentées de venir en Europe, dans nos pays, dans les prochaines années. Mais il y a également un risque migratoire beaucoup plus important sur les pays d'Afrique francophone subsahariens eux-mêmes, et en particulier les pays côtiers les plus aisés,
avec des immigrations, des flux migratoires plus importants en provenance des pays de l'hinterland francophone, un peu moins développés peut-être. Et il y a ces flux migratoires qui s'annoncent considérables, il convient aussi de rajouter un autre flux migratoire qui est assez préoccupant et qui aggrave le problème et qui est en provenance du Nigeria. Ça, c'est un problème dont on ne parle pratiquement jamais, mais qui est pourtant bien réel. Le Nigeria, c'est le pays le plus peuplé du continent africain, 170 millions d'habitants, 180, qui se trouve presque enclavé de pays francophones dans l'Afrique de l'Ouest. C'est presque un pays ovni, je pourrais dire, en Afrique, puisque c'est l'un des rares pays, très rares avec le Rwanda et le Burundi, à être vraiment surpeuplé. 2 fois plus exactement que le Bénin voisin, 4 fois plus que le Cameroun, etc. Tout le reste de l'Afrique étant d'ailleurs en réalité assez peu peuplé, puisque l'Afrique subsaharienne, rappelons-le, c'est 6,6 fois plus grand, c'est-à-dire plus en superficie que l'Inde, l'Afrique subsaharienne. Donc non, l'Afrique au total, hors Sahara, voilà, hors Sahara, toute l'Afrique, c'est 6,6 fois plus que l'Inde, et elle est moins peuplée que l'Inde. Donc vous voyez, le continent est loin d'être le continent surpeuplé que l'on présente, à de rares exceptions comme le Nigeria. Eh bien, le Nigeria pourrait très bien, d'ici 2050, compter une diaspora d'environ 40 millions d'habitants ailleurs en Afrique, ce qui correspondrait à peu près à 10% de sa population d'alors, taux qui est souvent dépassé d'ailleurs par des pays pauvres, non surpeuplés. Et ces flux migratoires se dirigeraient principalement vers les pays francophones voisins, puisque c'est un pays qui est entouré de pays francophones. D'ailleurs, on estime qu'il y a déjà à peu près 2 millions de Nigérians au Cameroun, essentiellement dans la partie anglophone du Cameroun, qui représente 9% du territoire et 20% de la population, et qu'il y a déjà environ 500 000 Nigérians, paraît-il, en Côte d'Ivoire. Donc à l'avenir, cela pourrait représenter un risque considérable pour la stabilité sociale, politique, linguistique de ces pays voisins du Nigeria. Et je pense qu'il faudrait que la France considère comme prioritaire dans sa politique étrangère de renforcer les pays voisins, leurs administrations, de leur donner un État fort permettant d'absorber justement au mieux ces futurs flux migratoires considérables, voire même de les limiter. Au passage, il conviendrait également certainement que les pays frontaliers, et même d'autres peut-être de la CEDEAO, revoient certaines clauses des traités, et notamment celui relatif à la liberté de résidence. Peut-être pas celui relatif à la liberté de mouvement, mais celui de la liberté de résidence suit. Autre menace qui pèse sur l'espace francophone, c'est les accords de libre-échange qui sont en passe d'être signés ou d'être ratifiés avec l'Union européenne. On peut citer l'exemple, par exemple, de l'accord de libre-échange qui est en cours de ratification entre la CEDEAO, justement, qui est essentiellement francophone en termes de nombre de pays, en Afrique de l'Ouest, et l'Union européenne. Alors cet accord, même s'il exclut apparemment les produits agricoles, concerne 75% des biens et surtout les produits industriels, ce qui est de nature sérieusement à compromettre toute industrialisation future de ces pays-là. Il est assez abracadabrantesque, assez absurde de constater que les pays francophones, donc de la CEDEAO, majoritairement francophones, ont aujourd'hui un niveau de développement industriel qui est bien inférieur à celui que connaissaient les pays du Maghreb signataires de ce genre d'accord, Maroc et Tunisie, au lendemain de leur indépendance, il y a 60 ans. Pourtant, ces pays, Maroc, Tunisie, ont attendu la fin des années 90 pour signer pareil accord de libre-échange progressif. Donc il y a là un non-sens total. Par ailleurs, les aides promises par l'UE pour développer, pour compenser les pertes notamment fiscales, entre autres pour ces pays-là, s'élèvent à 6 milliards d'euros sur 20 ans. Donc si on fait le calcul, chacun de nous peut le faire chez lui avec une simple calculatrice, ça revient à moins de 1 euro par an et par habitant. Donc c'est absolument ridicule, ridicule. Mais de toute façon, même si ce chiffre était plus important, il est trop tôt aujourd'hui pour faire un accord de libre-échange. C'est extrêmement tôt. D'ailleurs, au passage, l'accord de TAFTA entre l'UE et les États-Unis font polémique. Alors, si on considère que cet accord est une menace, comment ne pourrait-il
pas être autrement pour un accord semblable entre la CEDEAO et l'Union européenne. Autre défi également qui pèse aujourd'hui, qui est présent, c'est l'apparition de puissances émergentes, comme le Congo, comme la Chine, l'Inde, ou le Brésil et d'autres, ou la Turquie. Alors cette apparition de puissances émergentes, c'est très bien pour les économies de ces pays-là, puisque ça a permis d'accélérer leur croissance économique, ce sont des investissements supplémentaires. Par contre, lorsque cette présence devient trop importante, cela représente un risque, bien évidemment, pour l'influence économique, pour les débouchés économiques de la France, mais également, comme je l'ai dit, de tous les autres pays francophones. Une Chine qui est très présente dans un pays francophone donné, ce n'est pas bon pour notre économie, ce n'est pas bon pour l'économie, pour les entreprises de la Côte d'Ivoire, du Maroc qui s'intéressent beaucoup à l'Afrique, du Québec, d'Haïti peut-être à l'avenir, de Madagascar, etc. Et ce problème pose même un certain problème en termes de souveraineté pour certains pays dès lors que la présence chinoise, par exemple, est trop importante. C'est le cas, par exemple, de la RDC. La RDC, la Chine représente 39%, absorbe 39% des exportations du pays, chiffre 2014. Donc quand on arrive à ce niveau-là de présence, ça peut poser à terme un problème de souveraineté pour le pays concerné. Donc il convient, de notre côté, tout simplement, non pas d'interdire aux Chinois d'investir, les pays sont libres de commercer avec ceux qu'ils veulent, ceux qui parlent de cas de précarés africains de la France, que la France qui empêcherait ou je ne sais quoi, tout cela ne correspond plus à aucune réalité, comme le démontrent d'ailleurs tous les chiffres, toutes les statistiques. Tout cela fait partie d'un monde révolu depuis 30 ans, non, depuis au moins 15 ans minimum, et encore plus pour d'autres pays. Certains, pour servir leurs propres intérêts, essayent de nous faire croire qu'il existe encore, mais c'est faux. Et comme je l'ai dit, cette désinformation permanente fait que nous sommes tous perdants dans l'histoire, nous Français, comme j'ai dit tout à l'heure plus tôt, et les pays africains eux-mêmes également. Et donc il convient, au contraire, de faire en sorte que nos acteurs économiques aillent sur place, investissent sur place. Il est inacceptable de voir qu'on est totalement absent de la RDC, comme j'ai dit tout à l'heure. Il faut tout simplement inciter pour nos acteurs économiques, le MEDEF, les autres organisations patronales, à se déplacer sur place, ce qui est loin d'être fait, très loin d'être fait, même si cela peut surprendre certains. Autre défi qui est présent actuellement, c'est le défi sécuritaire. Les problèmes en matière de sécurité, notamment à cause des risques de la menace terroriste qui se développe depuis quelques années, notamment dans le Sahel, par exemple, fait peser un certain risque. Alors actuellement, comme je l'ai dit, cela est cantonné aux zones désertiques, arides ou semi-arides, mais rien ne permet d'affirmer que cela ne puisse pas prendre une dimension plus importante. Et puis d'ailleurs, la faiblesse des armées africaines est un véritable problème. Quand on voit qu'au Mali, que l'armée du Mali, que le pays tout entier a failli s'écrouler sans la présence, sans l'intervention française en 2000, donc il y a 2 ans environ, 2 ou 3 ans, c'est tout de même inquiétant. C'est-à-dire voir qu'un pays de 17 millions d'habitants est incapable de faire face à 2000 combattants terroristes qui sont faiblement armés, contrairement à ce que l'on dit, qui n'ont pas de tanks, pas de chars, pas d'avions, pas d'hélicoptères, pas de missiles longue portée, hormis quelques petits trucs que l'on dépose derrière un pick-up, c'est tout de même inquiétant, c'est un problème. D'ailleurs, dans la région aujourd'hui, heureusement que nous avons un pays comme le Tchad, qui prend sa part de responsabilité, notamment en matière de budget de la défense. C'est un pays qui à l'inverse de la majeure partie des pays africains, francophones ou non, fait un effort en matière de budget de la défense. Il faut savoir que la moyenne mondiale en termes de budget de la défense est de 2,3% par an du PIB et qu'une bonne partie des pays africains sont autour de 1%, de 1,5% seulement. Le Tchad est à peu près 4 ou 5%, c'est peut-être un petit peu trop, mais en tout cas ça baissera progressivement, c'est déjà en cours d'ailleurs, mais ça permet en tout cas surtout à ce pays de protéger ses frontières, mais également toute la zone du Sahel et d'être le fer de lance de la lutte antiterroriste avec la France, alors qu'un pays comme le Nigeria voisin, qui est très peuplé, on voit bien qu'il est incapable de faire quoi que ce soit, ni d'intervenir à l'extérieur de ses frontières, comme c'était, contrairement à ce qui était prévu,
mais même pas de contrôler son propre territoire, ses propres frontières, puisque c'est le Tchad qui, dans une large mesure, s'en occupe et contient la progression du groupe terroriste Boko Haram. C'est d'ailleurs une fierté que le Tchad, pays francophone, ait cette importance en Afrique, et notre rôle est de faire en sorte que le Tchad continue à être le leader, à être une force militaire importante dans la sous-région pour pouvoir défendre les intérêts et sécuriser toute la région. Et il conviendrait également par ailleurs d'aider les autres pays francophones à avoir des armes un peu plus performantes, comme par exemple la RDC, qui avec seulement 1% de son PIB consacré à l'armée en 2014, est très loin de pouvoir contrôler son vaste territoire et reste vulnérable à toute intrusion étrangère qui ne respecte pas l'intégrité de son territoire, comme par exemple du Rwanda voisin, ou d'autres peut-être à l'avenir, ce qui est regrettable. D'ailleurs, je considère pour ma part que l'on doit considérer comme inacceptable tout non-respect de l'intégrité territoriale de la RDC. La RDC d'ailleurs qui offre des perspectives considérables en matière de développement. Il faut savoir que c'est un pays qui à lui seul concentre 13% du potentiel hydroélectrique mondial et qui pourrait à lui seul électrifier plus de la moitié du continent africain si le barrage du Grand Tinga devait un jour voir lieu et qui serait alors potentiellement 2 fois plus important que le barrage gigantesque des Trois Gorges en Chine. Donc pour conclure cette conférence, premièrement, donc comme on l'a dit, l'espace francophone est un espace qui est très vaste, qui est très dynamique, qui offre des atouts considérables, mais encore faut-il donc connaître cela, le savoir, et surtout ici en France ou dans la partie, je dirais, franco-européenne de l'espace francophone, qui ne représente que moins de 4%, comme je l'ai dit, de ce vaste espace. Il y a donc à faire un travail important, car connaître le monde francophone, c'est tout simplement mieux se connaître soi-même, mieux se définir soi-même. Comme vous le savez, la langue est un des principaux éléments d'identité d'un individu, et certainement d'ailleurs le premier. Et donc une personne, un francophone, français ou autre, qui ne sait pas exactement qui parle sa langue dans le monde, quelle est l'étendue de sa langue dans le monde, sa présence, son importance, son poids, mais c'est un francophone, un français ou autre qui n'a pas une définition complète, qui n'a qu'une définition incomplète de lui-même. Il faut donc mieux connaître l'espace francophone, bien le connaître, créer un sentiment d'appartenance à cet espace francophone, car nous avons tous une appartenance européenne, bien évidemment, mais également francophone. N'oublions pas d'ailleurs, par exemple, à cet égard, l'aigle impérial russe, qui est un aigle à 2 têtes. Donc une tête pour regarder vers l'Europe et une tête pour regarder vers l'Asie, pour ne jamais oublier qu'ils sont à la fois les deux. Et donc cette prise de conscience doit commencer par l'école. Donc l'école, l'éducation nationale a un rôle considérable à jouer en la matière. Moi, comme je le dis souvent, c'est très bien d'enseigner dans nos écoles la géographie détaillée des États-Unis ou de la Chine. C'est très bien, c'est important pour la culture générale. Je connais moi-même très bien la géographie des pays du monde. Mais encore faut-il que cela se fasse après l'enseignement des fondamentaux. Il faut d'abord commencer par le début, par les fondamentaux, à savoir l'espace francophone, la géographie d'espace francophone, des forêts, des rivières du Québec au lagon polynésien, en passant par les déserts, les forêts tropicales du continent africain ou encore les canyons de l'Algérie, par exemple. Ceci est très important. Et je regrette d'ailleurs de voir, de remarquer que depuis quelques années, on a tendance à vouloir extraire cela de nos programmes scolaires. J'ai fait tout à l'heure allusion à l'histoire française de l'Amérique du Nord, qui n'est plus obligatoire dans nos manuels scolaires, qui n'est qu'optionnel. Ceci est dramatique. C'est pareil pour l'espace francophone dont on parle assez peu, sinon négativement. On ne parle pas de sa grandeur, de son caractère vaste. Et d'ailleurs, force est de constater que cela semble se faire un peu parallèlement, je dirais, à l'évolution de la construction européenne depuis 20 ans ou 30 ans. Dans les années 60-70, ce n'était pas le cas. Et puis, depuis une trentaine d'années, on essaye un petit peu de nous faire oublier cette appartenance à ce vaste ensemble, cette partie de notre histoire. Les descendants de Français qui sont toujours là
au Québec, en Acadie du Nouveau-Brunswick, en Haïti, comme je le disais tout à l'heure, pour nous faire adhérer peut-être à la nécessité, à la supposée nécessité d'aller plus loin dans la construction d'une Europe intégrée, fédérale. Car ceux qui penchent vers cette option regardent certainement l'exemple britannique. Les Britanniques, le rapport à l'Union européenne, cette distance quelque part qu'ils ont avec l'Union européenne, s'explique non pas seulement par le caractère insulaire du pays, mais également et en bonne partie par le fait que les Britanniques ont parfaitement conscience de l'existence d'un vaste espace anglophone qu'on leur apprend dès le plus jeune âge à l'école. D'ailleurs, il y a là un exemple assez saisissant que l'on peut présenter, c'est celui des Jeux du Commonwealth par rapport aux Jeux de la francophonie, les Jeux olympiques en quelque sorte. Les Jeux de Commonwealth en Angleterre sont à chaque fois qu'ils ont lieu, que ce soit en Angleterre ou ailleurs, couverts par tous les médias britanniques. Tous les journaux britanniques en parlent, toutes les télévisions en parlent, c'est un événement majeur. À l'inverse, les Jeux de la francophonie, personne n'en parle en France. Même lorsqu'ils sont organisés sur notre propre territoire. Il y a 2 ans, à Nice, il y a eu les derniers Jeux de la francophonie et aucun média n'en a parlé à part Nice Matin, qui est un quotidien local. À part cela, personne n'en a parlé. Une censure donc totale de cet événement qui a été couvert massivement par tous les autres pays francophones non européens, à savoir en Afrique et au Québec, qui ont couvert cela de manière large, très large, des pays qui ont été fiers d'envoyer leurs athlètes. Et ces athlètes, justement, de ces pays-là, qui ont été choqués, j'ai bien dit choqués, de voir l'absence totale de couverture et la censure dont cet événement a fait l'objet en France. Ces pays qui ont été choqués de voir ce mépris de la part de la France, ce mépris de la part de la mère patrie, pour les Québécois, pour les Acadiens du Nouveau-Brunswick. Il faut bien prendre conscience de cela et c'est dramatique. D'ailleurs, il est possible également que si les Britanniques se prononcent pour le Brexit, favorablement, il est possible que les partisans de cette suppression de notre appartenance à l'espace francophone, de toute cette partie de notre histoire, révision d'ailleurs de notre histoire qui, comme vous le savez, concerne bien d'autres domaines à l'école, hélas, eh bien, il est possible que ces partisans continuent de plus belle cela. Autre élément par lequel on peut conclure, c'est que ce dynamisme de l'espace francophone, démographique, économique, est de nature justement à rendre cet espace francophone plus attractif et en particulier la langue française. La langue française qui a connu une croissance considérable du nombre d'apprenants en Asie du Sud-Est, dans la région Asie-Pacifique entre 2010 et 2014, selon l'OIF, plus 43% en seulement 4 ans, progression qui continue probablement, et plus 44% en Afrique subsaharienne non francophone. Donc les gens commencent de plus en plus à apprendre le français, non pas pour venir en France ou pour commercer avec la France, mais pour commercer, pour travailler avec l'Afrique et avec le Québec. Ça, c'est une évolution majeure, et de nombreux pays du monde, prenant en considération cette mutation démographique et économique de l'espace francophone, ainsi que les valeurs véhiculées par la langue française, comme on le disait tout à l'heure, ont commencé à rendre le français obligatoire dans leurs établissements scolaires depuis quelques années. C'est le cas, par exemple, de la République dominicaine en 1995, de la Syrie en 2003, de l'État de la Sarre en Allemagne en 2007, chose qui a d'ailleurs été renforcée en 2014. C'est le cas même du Bahreïn, qui est un petit État anglophone, arabophone et anglophone donc, comme toute la péninsule arabique, qui a décidé en 2010 de faire du français une langue obligatoire dans ses lycées et collèges de manière progressive. Et cela a déjà progressivement commencé à être mis en place. Donc, petite parenthèse, ce petit pays qui est juste à côté, à quelques kilomètres à peine du Qatar, fait considérablement plus pour le français et pour s'ouvrir sur le monde extérieur que le Qatar voisin qui a adhéré ou presque à l'OIF. D'ailleurs, le fait que le Bahreïn soit majoritairement peuplé d'une population chiite n'y est peut-être pas étranger, peut-être.
Autre élément aussi intéressant à savoir, c'est que tous les pays non francophones d'Afrique de l'Ouest, qui sont entourés de pays francophones, ont également rendu le français obligatoire au collège ou au lycée dans les années 2000. Donc du Nigeria à la Gambie en passant par le Ghana. Cela donc est très favorable, comme je vous l'ai dit, car la langue française est le premier vecteur d'influence culturelle, système de valeurs, économique des débouchés et politiques, comme l'ont bien compris les anglo-saxons et les chinois, comme je le disais. Et donc il est important pour tous les Français de faire en sorte que le français continue à progresser dans le monde, à le rendre attractif. Cela dépend donc de la politique culturelle de la France, cela dépend également de l'indépendance de notre pays, car il est évident qu'une France qui serait vassale, qui se comporterait comme un vassal d'autres puissances étrangères, qui cesserait d'incarner une voie indépendante, une troisième voie, comme on disait avant, serait une France moins attractive, une France qui ferait moins rêver, une France qui serait donc moins influente dans le monde. Et puis cela dépend également de l'attitude des Français eux-mêmes, de la population française. Il faut bien prendre conscience que tous les étrangers francophones, qui viennent hors de l'espace européen francophone, qui constitue, je dirais, au niveau de l'attachement à la langue française, la zone sinistrée, la zone malade de ce vaste espace francophone dont elle ne représente que moins de 4% de la superficie. Il faut bien savoir que ces gens-là d'Afrique ou du Québec ou même du Maghreb sont totalement sidérés, pour ne pas dire choqués, de constater la place qui est faite à la langue française dans notre pays. Il suffit de se promener dans les rues parisiennes ou dans n'importe quelle ville française pour le constater. Les slogans des entreprises publicitaires ou autres qui sont faits en anglais, les manifestations internationales qui sont organisées en anglais ou essentiellement, les noms d'universités qui maintenant sont quasiment en anglais, et même les produits manufacturés qui sont importés sans même imposer l'anglais, le français de plus en plus, tout cela est impensable au Québec, impensable en Afrique francophone, impensable même au Maghreb. Au Québec, tout se fait en français. L'affichage, les noms d'universités, à part les 2 ou 3 petites universités non anglophones qui ont été faites pour la minorité anglophone essentiellement, les événements internationaux, avec une traduction en anglais si nécessaire. Il y a à peu près, c'était fin février récemment, on a un événement international majeur, sportif, qui est la plus grande compétition internationale de sport d'hiver, qui s'appelle au Québec le Pentathlon des Neiges. Ça a été créé en 2005, je crois, donc c'est assez récent, et ça s'appelle le Pentathlon des Neiges. Seul et unique nom pour cet événement qui est majeur, le premier du genre. En France, il est évident qu'un tel événement porterait systématiquement un nom français, car maintenant nous éradiquons systématiquement le français partout. Il y a aussi un hôtel qui a fermé ses portes récemment au Québec, qui n'ouvre qu'en hiver, qui s'appelle l'hôtel de glace. Seul et unique nom pour cet hôtel, et qui est fréquenté par des touristes venant du monde entier. En France, on appellerait ça Ice Hotel naturellement, comme il y a un hôtel qui s'appelle Ice Cube, ici à Paris d'ailleurs, qui contient un bar de glace. Tout cela est incompréhensible et nuit terriblement à nos intérêts, car nous émettons des signaux négatifs au reste du monde en leur disant ainsi que le français est une langue qui ne sert à rien, qu'il ne faut donc pas apprendre. Et en faisant ainsi, en se comportant ainsi, nous tirons une balle dans le pied de nous, de la France, des Français, mais également de tous les autres pays francophones qui sont pénalisés par cette attitude. Et encore une fois, si tous les autres pays francophones font ces choses-là en français, nous pouvons alors nous-mêmes les faire également en français en France. Tous ceux qui vous disent que c'est impossible, c'est faux, puisque ces mêmes choses-là se font à l'étranger en français. Voilà, à moins alors que nous soyons peut-être une sorte de sous-hommes ou de sous-francophones, ce que je n'espère pas. Et donc nous devons tous contribuer à affirmer la primauté de la langue française en France, et cela concerne tous les citoyens de la base au plus haut sommet de l'élite, si je peux dire, même si hélas on ne peut pas souvent compter sur elle. D'ailleurs, il y a une phrase
Et pour cela, il convient déjà de bien observer ce qui nous entoure lorsqu'on voyage dans des pays francophones ou lorsqu'on est en France même, dans nos propres rues, dans nos propres villes. D'ailleurs, une phrase très intéressante de Victor Hugo qui disait il y a des gens qui voyagent sans savoir voir. Non, il y a des gens qui ne savent pas voir et qui voyagent avec autant d'intelligence qu'un crustacé. Ça, c'est une phrase de Victor Hugo dans un certain nombre de ses livres et qui s'applique, hélas, à un certain nombre de personnes qui ne voient pas suffisamment ce qui les entoure. Beaucoup de touristes français, lorsqu'ils vont au Québec, ne regardent pas suffisamment ce qui les entoure et ne voient pas la différence frappante en termes de place de la langue française au Québec ou dans les pays africains et ce qui se passe ici en France. Donc il y a un véritable problème qu'il convient de résoudre par la loi, si nécessaire, si nos différents acteurs économiques et politiques n'ont pas la maturité nécessaire, l'intelligence nécessaire pour le faire. Je prends l'exemple, par exemple, de ce que l'on voit en Afrique francophone de la part d'opérateurs économiques français. J'étais en Tunisie en 2000 lors d'une des précédentes versions de la Coupe du Monde et je regardais dans la télévision de ma chambre d'hôtel un match de l'équipe de la Coupe d'Afrique plutôt, de football. Donc c'était dans un stade au Gabon, pays francophone, continent en bonne partie francophone, et toute la publicité qui était faite par le sponsor officiel et principal, à savoir Orange, société française dépendante de France Télécom, était uniquement en anglais. Donc irrespect total du caractère officiel du français au Gabon, mépris total des Gabonais, de l'Afrique francophone, de tous les francophones du monde et des intérêts de la France. Ceci est inimaginable de la part d'un autre pays francophone du Sud dont les sponsors étaient présents en français. On peut également avoir d'autres éléments, comme par exemple l'attitude des entreprises françaises dans les pays non francophones. Quand les entreprises françaises ouvrent des usines dans des pays non francophones, et j'ai presque terminé, je termine dans 2 minutes, elles font tout pour éradiquer, hélas, toute présence de la langue française. C'est-à-dire qu'elles font tout en anglais ou en langue locale et aucun mot en français. Alors que les entreprises chinoises, par exemple présentes dans des pays dans le textile, en Éthiopie, en Ouganda ou en Afrique de l'Est, vous aurez dans chacune de ces entreprises des grandes banderoles, tout l'affichage qui est fait en chinois en grand, peu importe que les gens comprennent ou non, et ensuite une traduction en langue locale et en anglais si nécessaire. Ce qui n'est pas le cas du côté français. Quand on a vu par exemple il y a 2 ans à peu près l'ouverture, la cérémonie qui a été faite en Chine par Peugeot et son nouveau partenaire chinois, nouveau constructeur chinois qui a pris une petite partie du capital de Peugeot, tout a été fait lors de la cérémonie en chinois, langue du pays hôte, et en anglais. Aucun mot en français, nulle part. Donc ces différences de comportement que l'on observe entre les acteurs économiques chinois à l'étranger, anglo-saxons et français, montrent toutes les différences qu'il y a entre, d'un côté, hélas, l'intelligence stratégique du côté chinois ou anglo-saxon, et de l'autre, une certaine médiocrité, il faut bien le dire. Et pour finir, je dirais sur une note un peu positive, d'ailleurs au passage, je précise que je fais partie d'une association de lutte pour la défense de la langue française qui s'appelle Avenir de la langue française en France et qui est présidée par l'ancien ambassadeur de France Albert Salon. Et donc pour finir sur une œuvre positive, je dirais que malgré, et ce qui est nouveau depuis quelques années, c'est que malgré l'attitude de la France et d'une bonne partie des Français, hélas, de nos compatriotes qui n'ont pas la conscience suffisante en la matière, malgré les efforts ou le peu d'efforts qui sont faits pour promouvoir la langue française dans le monde, pour entraver, peut-on dire hélas, son développement, et malgré cela, le français continue à progresser, comme je l'ai démontré, dans le monde. C'est-à-dire que l'Afrique, et c'est un phénomène tout à fait nouveau, dont il faut prendre conscience, l'Afrique et le Québec, qui est un rôle très important en la matière également, nous ne le savons pas assez, ont pris le relais pour assurer la promotion de la langue française dans le monde. Et donc notre rôle à nous, Français, et plus globalement européens, c'est la partie européenne de l'espace francophone, c'est de faire en sorte d'amplifier ce phénomène au nom de nos intérêts communs à tous les pays et peuples francophones du monde, et non pas de l'entraver, mais au contraire de l'amplifier. Voilà.
Je vous remercie.